5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Respiration. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un moment assez exceptionnel. Je rencontre aujourd'hui Philippe Ray-Ryu-Coupé, qui est maître zen, enseignant zen au dojo de Paris. Blanche Eugel. C'est ça. Sa traductrice, la traductrice du livre dont il vient parler, et le saxophoniste Gregor Storff, pour donc la parution de Vertus sauvages, un ouvrage qui est publié aux éditions de l'Éveil. Alors pour tout de suite rentrer dans la matière, Blanche va nous lire un premier extrait. Un aller simple pour Bombay. Un aller simple ? Répond-il tout à trac. Ouais, un aller simple. Ça veut dire quoi, un aller simple ? Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quand vous rentrerez. De Bombay, vous irez dans un ranch pour l'Ariana, dans l'Ariana. Duncan s'occupe de tout et il vous fera un topo sur place. Il y a d'autres personnes derrière tout ça, Slim ? Bien sûr, je ne suis pas seul. Sacrée organisation, dit Daley impressionné. Il faut être à la hauteur, acquiesce Slim. C'est une question de vie ou de mort. Pas tant que ça pour vous, en fait, dit Daley en souriant d'un air entendu. Si un bœuf de la province de Cheou mange du riz, dit Aquin, le ventre d'un cheval grossit dans la province de Changtung. Ou, pendant que les garçons risquent leur peau dans l'Ariana, le patron, au Baléares, fait du gras dans sa chaise longue. Écoute, dit Slim, je suis le principal intéressé et c'est moi qui mets le capital. Tu veux savoir un truc ? Si vous foirez et que vous vous faites serrer là-bas, moi, je perds tout, ma maison, ma femme, tout. Je serai obligé de fuir. Pour aller où ? Au Paraguay, je m'en suis déjà occupé. Daley voit le tableau maintenant. Slim n'est rien d'autre que le financier de Duncan dans un trafic de drogue à l'échelle internationale. Et lui-même est de la partie. Son sac Adidas en bandoulière et l'enveloppe dans sa poche, il redescend la colline. Cela fait du bien d'être dehors dans la douce brise du soir, au milieu de nulle part, dans ce désert desséché que l'air nocturne humidifie, avec les silhouettes des figuiers et des cactus à perte de vue. La lune est pleine, et son ombre s'étend devant lui tandis qu'il marche le long de la route principale dure et tassée. Il veut voir la mer. Il veut marcher pieds nus au bord de l'eau. Il veut s'asseoir en zazen. Il veut trouver un endroit pour dormir. Il remarque que la lune baisse rapidement. Il n'y aura bientôt plus de lumière du tout, sauf celle des étoiles. Les étoiles sont si belles ce soir. Il ne sait pas lire la carte du ciel, la grande ours, l'étoile polaire, mais il connaît la Voie lactée comme tout le monde. On dit que regarder les étoiles aide l'homme à oublier ses soucis. Pas sûr que ça aide dans la durée. Le retour à la nature, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas longtemps. À ce moment précis, Daley pense à ses mecs, Slim et Duncan. Ils veulent vraiment que j'utilise mon statut de moine comme couverture pour un trafic de drogue ? C'est dingue ! Comment j'en suis arrivé là ? Eh ben, je sais pas. Bonjour Philippe Ray-Ryu-Coupé. Bonjour. Donc, comme je vous le disais, vous êtes un maître zen, dans la lignée du zen Soto, mais aussi un écrivain américain. Alors, vous êtes l'auteur d'ouvrages de type essai, Zen et Karma, les deux versants du zen, etc. Des ouvrages un peu plus savants, dirons-nous. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre-là, Vertus sauvages, qui s'inscrit dans une
trilogie qui me semble associée à des souvenirs. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est de l'autofiction. Tout à fait. Avant, quand j'écrivais au début, j'étais un peu paumé à New York. J'écrivais les choses en dehors de moi. Par exemple, j'ai écrivé sur un mercenaire en Afrique. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai assuré d'un mercenaire en Afrique? J'étais jamais un mercenaire. Et j'étais jamais en Afrique. Alors je me dis, c'est pas comme ça que je veux écrire. Alors j'ai écrit sur du vécu. Mais fiction, bien sûr. Et voilà. Oui, donc c'est pour ça que j'ai appelé cette émission le zen au-delà des clichés, parce que on associe le mot zen à beaucoup de choses très légères qui n'ont pas vraiment à voir avec ce qu'est cette pratique. Qu'est-ce qui n'a pas à voir avec la pratique? On dit, voilà, soyons zen. Vous voyez, c'est un mot mis à la mode à toutes les sauces. Ah oui, oui. Oui, oui, c'était... ce qui m'intéresse dans ce livre-là, ce qui m'intéressait ou m'intéresse, c'est comment quelqu'un qui a pratiqué 50, 60 ans de méditation zen, et on ne dit pas méditation, on dit zazen, comment il vit en dehors de le dojo? Comment il fait? Comment il gagne sa vie? Qui est-il vraiment, à part le fait d'être un maître qui parle à ses disciples? Mhm. Et alors j'ai écrit ce livre, ce personnage, Dali, c'est pas moi, c'est Dali. Comment il vit en dehors du dojo? Il a une pratique de longue date. Et comment il fait? Et voilà le livre. Qu'est-ce qu'il fait un maître zen? Et il n'est pas un maître zen. Là, il est un disciple de maître Yakumatsu, c'est-à-dire Deshimaru. Oui, j'avais bien compris. Oui. Et comment il fonctionne, lui, en dehors? Comment il gagne sa vie? Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage d'Ali? Voilà. Ouais, c'est intéressant. Alors vous-même, comment vous vous êtes retrouvé à Paris et vous avez rencontré Maître Deshimaru? Bon, je suis venu à Paris aussi parce que mon père était français, il vivait à Paris, mais j'ai quitté New York parce que j'avais beaucoup de problèmes avec l'autorité légale, l'État, la ville. Et il fallait que je quitte les États-Unis. À cause de votre consommation Non, parce que... bon, je viens d'une famille super riche, j'étais déshérité, c'est pas pour rien que j'étais déshérité. Et puis, j'avais des problèmes parce que moi, je voulais vivre petit. Je ne voulais pas vivre avec les Rolls-Royce, les yachts, les gens célèbres. J'étais entouré de ça. Rita Hayworth, Ali Khan, Onassis, toutes ces personnes de l'époque. Et ça ne m'intéressait pas, ça. Et alors, je me trouve à New York, dans un bon boulot, très respectable, maison d'édition, tout ça. Mais je me dis, mais c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Quoi, faire de l'argent? Je viens de l'argent, je ne veux pas encore faire de l'argent. Je voulais être avec le peuple, avec les êtres humains, ceux qui vivent, et pas ceux qui vivent à Monte Carlo ou à Capri, ou à Deauville, c'était là où j'ai passé mon enfance. Et alors, je me trouvais de petit à petit sans boulot, parce que j'ai quitté, c'était pas ce que je voulais. Et qu'est-ce que je voulais? Juste... J'étais un peu perdu, je n'avais pas rencontré Maître Deshimaru. Et j'avais évidemment, quand on veut vivre petit, on est illégal. C'est automatique. Tu ne peux pas être légal et tu ne peux pas être légal et être en dehors d'un boulot structuré de la société.
Alors, il fallait que pour vivre petit, il fallait que je me démerde avec des petits trucs. Et puis, c'était des petits trucs qui étaient contre la loi. Et alors, j'ai passé beaucoup de temps au tribunal. Chaque fois, on m'arrêtait. Mais j'étais toujours privilégié. À l'époque, en prison, c'était les Portoricains. Tous. Au début, les premières fois que ça m'arrivait. Mais moi, je sortais parce que je suis les yeux bleus, les cheveux blonds. À l'époque, je n'étais pas rasé. Et de bonne famille. Et protestant en plus. Alors, tu sors assez vite. Hein. Très bien, Philippe. Ok. Mais revenons-en à cette rencontre avec Deschimarou, alors. Comment ça s'est passé à Paris? Parce que ça a été déterminant dans votre vie. Oui, complètement déterminant. J'étais au karaté et le prof de karaté m'a dit il y a un médecin là-bas. Je disais que je dois faire ça, bien que j'avais beaucoup de doutes. J'ai dit je vais me tomber dans un petit truc de milieu avec les disciples gachot, avec le maître, et ça ne m'intéressait pas. Mais j'étais obligé de faire ça. Obligé, oui, le cheminement que je prenais. Et je suis allé et j'ai rencontré le maître, Deschimarou. Et puis, ça s'est très bien passé entre nous, parce que lui, il était très ouvert à moi, parce que je parlais anglais. Et quand j'ai dit je suis écrivain, il était très content, parce qu'il voulait que évidemment, je ne savais pas, mais il voulait que j'écrive éventuellement pour lui, si j'étais devenu un vrai disciple. Alors j'étais privilégié avec lui, comme j'étais privilégié avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Et protestant, j'étais toujours privilégié, mais je suis descendu complètement en bas. En étant privilégié, je crois que c'était la direction que je voulais prendre. Et Deschimarou et moi, on était tout de suite assez proches. Et il me demandait des questions après qu'on pratiquait Zazen. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce que je disais? Son enseignement. Je dis, mais je n'en sais rien. Je me passe au-dessus de la tête, tout ça. Il dit, ah bon? Mais bien sûr, ça me passait au-dessus de la tête. J'étais là pour autre raison. Mais j'étais là pour l'enseignement, évidemment, qui venait inconsciemment et automatiquement. Et puis, on a eu des trucs très forts. Il me dit, viens dans ma chambre. Je dis, oui. Il dit, qu'est-ce que tu veux prendre, un thé ou quelque chose? Alors, je ne comprends pas le mot thé parce qu'il ne parlait pas très bien l'anglais. Je dis, quoi? Tea. Tea. Alors, il me regarde, il dit, whisky? Je dis, oui, je comprenais le mot. Mais c'était le matin, et son secrétaire qui était là a pris s'est tourné contre moi très vite. J'avais elle contre moi et j'avais lui qui me défendait, ce qui était bien. Alors on est monté chez lui et on a bu du whisky, mais elle n'était pas contente parce que elle voulait protéger le maître contre des personnes comme moi qui allaient lui amener en bas. Et c'est absolument faux. C'est lui qui décide le whisky. On n'a pas à lui dire que c'est pas bon. Tout à fait. Les maîtres zen, ils peuvent très bien boire du whisky. Bien sûr. Et moi, j'étais content d'apprendre ça. Et par rapport, il a publié pas mal, Maître Deschimarou, en France. On a pas mal de choses. Est-ce que vous avez vous lui avez donné des conseils? Avez-vous participé à ses publications? Je vous pose cette question-là parce que vous me parlez de cette proximité. Oui, j'ai travaillé avec lui. D'abord, il y avait les Français qui faisaient leur boulot de mettre en français les textes, et il y en avait beaucoup.
Et ils ont fait un bon travail de l'enseignement de Deshimaru. Et puis Deshimaru, il ne pouvait pas le lire. Il voulait le relire. Alors, il me mettait en avant. Et alors, par exemple, on est dans le café d'en face et il dit, Philippe, tu corriges ce poème, s'il te plaît. C'était en anglais, mais il fallait changer quelques phrases. Alors, je change quelques phrases. Et le secrétaire qui avait dans le collimateur, elle a lâché le crayon de ma main. Alors, moi, je tourne vers Deshimaru et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, tu sais pas que tu n'as pas le droit de barrer le mot de le mettre zen. J'avais barré un mot. Je dis, alors je tourne vers Deshimaru et je dis, vous voulez que je travaille avec toi ou quoi? Avec elle qui est là à me harceler. Et il souriait, il s'amusait avec tout ça. Et alors moi je veux reprendre le crayon parce qu'elle l'a... Alors elle le casse en deux. C'était déjà en relation assez hostile dès le départ. Et puis, c'est comme ça que Deshimaru a dit, non, tu barres, bien sûr. Elle était française ou japonaise alors Elles étaient françaises. Ah, d'accord. Muriel. C'est elle qui faisait les notes et elle était très habile pour prendre les notes. Super. Mais je propose une petite pause musicale parce que vous êtes avec des membres de votre sangha, peut-être? Oui. Oui, qui vous font la fête un peu pour la sortie de cet album. Et donc maintenant, on entend Gregor Storff qui va nous jouer un petit peu de sax. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie du maître zen, de l'enseignant zen Philippe Rey-Ryu Kopé, pour la parution de Vertus sauvages, publiée aux éditions de l'Éveil. Alors on écoute, il est bien encadré par des membres de sa sangha. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une sangha, c'est un groupe d'élèves qui suivent un guide dans le zen. Oui. C'est le sangha depuis le temps de Bouddha. C'est ça. Et c'est le même sangha, en fin de compte. Oui, c'est vrai. Très, très bonne observation. Eh bien, Philippe, si on commençait par donner une définition à ce que c'est que le zen, justement. Ça me paraît important. Ouais, mais pas pour moi. Ah bon? Non, ça fait pour des les années. auditeurs? Oui, peut-être pour les auditeurs, mais c'est toujours la même chose. Le zen, c'est quoi? C'est pour adoucir son ego, tout ça, mais pour moi, c'est plus ça. Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est pas pour les débutants ce que je vis. Le zen. D'accord. Le zen, c'est rien du tout. Si on m'a demandé, si on peut demander la question, c'est quoi la vie?
vous allez dire quoi? C'est quoi la vie? Hein? C'est la même chose. Le zen, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Quand Deshiman disait le zen, c'est la pratique de zazen. Mais moi, je suis même fatigué de dire ça. Deshiman a enseigné juste 15 ans. Nous, moi et les autres comme moi, on enseigne depuis 50 ans. Alors on a évolué. Deshimaru, comme chaque maître, il donne son enseignement et les maîtres qui suivent, et je ne parle pas de moi, mais on va plus loin. Parce que si on ne va pas plus loin que le maître, c'est bon pour le musée. C'est quoi? C'est fini. Ouais, on va tous plus loin que son maître. Je comprends, Philippe. En fait, je vous posais la question, c'était simplement, puisque cette émission, elle se destine aussi à des personnes qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas des experts. Donc, moi, je sais ce que c'est, par l'expérience, vu que c'est une pratique que je partage. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, quand on parle, par exemple, d'expérience directe, qu'est-ce que c'est ce bouddhisme zen-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est ça, c'est la question que je voulais vous poser. C'est regarder soi-même. Assis, en zazen, c'est pas méditation, mais on dit méditation. D'accord. Mais c'est regarder soi-même et pas regarder toujours vers l'extérieur. Et ça, c'est assez facile. De se regarder soi-même, c'est pas tellement excitant. Hein? On se fatigue. Et on se fatigue de regarder soi-même. Après 5 ou 8 ou 10 ans, hein? On regarde soi-même pendant 5 ou 8 ou 10 ans. Ça ne peut pas continuer quand on regarde soi-même. Hein? Ce qui se passe, c'est que on entre dans soi-même, on regarde soi-même, et puis on ne regarde plus soi-même, parce qu'il n'y a plus de soi-même. Il n'y a plus de soi-même. Et là, ça devient intéressant. Ouais. Parce qu'on entre dans un truc bien au-delà de moi et lui, de sujet et d'objet. Et c'est ça la pratique continue. On arrive à plus savoir qui on est, parce qu'on n'est pas cette personne. En pratiquant, on n'est plus Philippe Coupé, on n'est plus Louise, on n'est plus ça. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on entre dans la pensée universelle, qui n'est plus moi. Mais alors, est-ce que je fais la naïve volontairement, hein? Est-ce que dans ce cas-là, les autres formes de bouddhisme ne nous permettent pas ça? Les autres formes de bouddhisme, il faut qu'ils apprennent de nous. Il faut qu'ils approfondissent leur pratique. C'est un bouddhisme un peu populaire. Mais moi, je veux bien, ils sont tous différents et ils sont pareils, si on peut dire. Ils suivent l'enseignement de Bouddha. Mais qu'est-ce que c'est l'enseignement de Bouddha? Et le zen l'a interprété un peu différemment. C'est certainement pas un dieu, du tout. Du tout. Et on est très fiers de ça. C'est un homme, comme moi, comme toi. Mais le bouddhisme Theravada, peut-être, si je peux me permettre, c'est pas tout à fait ça. C'est lui en haut. Mais nous, c'est pas lui en haut ou eux en haut. Il est avec nous. Il est nous. Ouais. Alors, on va plus loin. Dans l'enseignement que je considère l'enseignement pur de Bouddha. Mais les autres écoles, heureusement, ils existent. Moi, il y a un maître zen que j'ai connu très bien, un maître zen japonais, qui m'a donné la transmission d'ailleurs, mais comme avec souvent le cas, on s'est séparés, pas content. Lui, pas content. Moi, je suis jamais pas content. Mais moi, je suis plutôt un rassembleur. Mais lui, il voulait autre chose. Mais il enseigne là, on m'a dit hier ou avant-hier,
qu'il est de nous, notre école, totalement, notre lignée. Mais il y a des Théravadins qui pratiquent un jour à Toulouse avec lui. Et ils s'habillent en orange. Leur kessa est orange, je suppose. Et lui, il commence à dire, mais c'est pas bien ça. Comment on peut dire que c'est pas bien? C'est Théravadin, c'est eux. Mais lui, il veut qu'ils soient comme nous. Il dit, il faut que ça soit noir. Alors, j'ai dit, mais c'est bien bête ça, c'est bien limité. Et j'ai demandé à la personne comment ils ont réagi, les Théravadins. Ils ont souri, ils ont dit, oui, ok, laissez passer. Mais ça veut dire que laisse les religions être comme ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire le zen, il vient quand même du Shan en Chine. On est bien d'accord. Ouais. Avant, il vient de l'Inde, non? Il vient de l'Inde, mais c'est vraiment été développé en Chine. Mhm. Ça n'a pas duré longtemps en Inde. Et c'était pas encore le zen, ni le Chang. Mais ça s'est épuré quand c'est arrivé avec les Chinois. Mhm. Et c'est là où notre lignée commence en vérité. D'accord. Avec Bodhidharma. Oui. Et ça commence avec Bodhidharma et c'est jusqu'à nous. Chang et puis Zen, japonais. Oui. Puis nous. Et c'est nous, c'est pas japonais. Et c'est pas chinois. C'est nous. Et nous, on doit commencer à accepter ce fait-là. Parce que je ne parle pas juste pour moi, mais autour de moi, je sais ce qui se passe, évidemment, dans le Zen Soto en Occident, aux États-Unis comme en France. Mais c'est inévitable que le Zen va devenir européen. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça devienne européen, on veut que ça reste japonais. Mais on va pas pousser dans le sol japonais, on va pousser dans le sol européen. Oui. Et c'est ça qui se passe. C'est pas tout à fait ce qui se passe en ce moment. En ce moment, c'est le contraire. C'est qu'il prend les autres zen de notre école, notre grande sangha, il devient de plus en plus orienté vers le Japon, contrairement à tout ce que je viens de dire. Mhm. Mais ça ne va pas durer, ça. Je parle dans 10 ans, 100 ans. Ça ne peut pas durer. Ça doit être créé par nous, en Europe, zen européenne. Et je dis européenne, je ne dis pas américaine, parce que ça, c'est encore autre chose. D'accord. Bon, Philippe, merci beaucoup pour ce partage. Revenons un instant à votre livre. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que moi j'ai appelé l'émission Le Zen au-delà des clichés. C'est parce que justement, on a un moine zen, un jeune moine quand même, qui est confronté à un trafic de drogue, etc., qu'on suit dans ses pérégrinations. Et ça, c'est très intéressant parce que ça s'inscrit vraiment dans une réalité... je dirais presque géopolitique, parce que vous évoquez par exemple des choses comme la cruelle réalité des fillettes. De quoi? La cruelle réalité des fillettes indésirables en Inde. Ah oui, les intouchables et tout ça. Oui. Ouais, et vous parlez aussi beaucoup des intouchables. Ouais. Oui. Et c'est un livre aussi où il y a beaucoup d'humour en fait, et ça c'est vraiment quelque chose de très précieux, je trouve. Et moi, je vais lire un petit extrait de cet humour où on voit c'est une séance de Kyosaku. Ah, ouais. Le Kyosaku, vous pourriez peut-être, l'un d'entre vous, dire ce que c'est? Le Kyosaku, c'est le bâton d'éveil. Et ça veut dire, pendant la pratique de Zazen, si vous êtes complètement endormi ou si vous êtes au contraire très tendu ou que vous avez beaucoup de pensées, il y a un moment où vous pouvez demander le Kyosaku et la personne qui est chargée de le donner va vous tapoter sur l'épaule et vous donner un bon coup sur chaque épaule dans un endroit très précis pour vous réveiller ou vous
vous Très détendre. Très bien. Donc en fait, ça correspond, je pense, à des points d'acupuncture. Mais c'est donc quelque chose qui, contrairement aux apparences, n'est pas battre quelqu'un, mais plutôt lui qu'on demande en s'inclinant comme un soutien durant les longues périodes d'assises de zazen. Alors je vous lis cet extrait que j'ai bien aimé pour vous partager un peu de cet humour. Qu'à cela ne tienne, Dalai est un des Kyosakuman préposés pour le zazen du matin. Il se déplace lentement derrière les pratiquants en tenant le bâton verticalement devant son visage, comme une épée juste avant l'exécution. Il donne le kyosaku à ceux qui le demandent et il aime bien le donner aussi à ceux qui ne le demandent pas. Ça les oblige à rester vigilants, du moins tant que c'est lui qui officie. Tiens, il y a un type qui est carrément en train de ronfler. Putain, il va se le prendre. Wham, wham. Réveillez les gens, mais assumez-en les conséquences. Parce que les gens n'aiment pas être réveillés, surtout par un simple Kyosakuman qui brandit un bâton. Oui, c'est ça. Oui, mais quand je dis le donner à des personnes qui ne le demandent pas, je parle des anciens. Et non, j'ai un qui dort, réveille-toi. Et oui, et puis quoi, j'ai dit quelque chose comme exécution, j'ai dit. Oui. Oui, mais c'est une exécution, on coupe la tête, c'est-à-dire les pensées. Bien sûr, c'est un jeu de mots, mais c'est quand même la vérité. Il y a un maître zen dans notre lignée qui disait que on s'assoit en zazen et on coupe la tête et on le pose à côté de chez soi. Je comprends très bien, évidemment, les pensées. Mon Dieu, qu'on est tous harcelés avec les pensées depuis les temps les plus anciens. Tout le monde est bouffé par leurs pensées. Et c'est ça la pratique, c'est de regarder ça et d'aller plus en dessous des pensées, au-dessus des pensées. D'abandonner, de laisser tomber les pensées. Et le Kyosaku, c'est un peu ça. On écoute Blanche et Grégor. Aligre FM 93.1. La tension est extrême. On pourrait venir nous rendre visite, et pire encore. Ça fait peur. La peur ne vient pas du cerveau frontal, mais de l'instinct de survie. Nous devrons peut-être nous battre pour défendre nos vies. Mais avec quoi? Les conserves Harrods comme grenades? Allongé sur mon lit, je n'arrive pas à dormir et j'envie ces salauds qui dorment au Siddhartha Hotel dans des grands lits avec des draps de soie, avec le matin au petit déjeuner une mangue et un café qui les attendent sur la terrasse. Mais je les oublie vite, les bruits de la nuit ayant pris le pas sur tout. J'en suis réduit à n'être qu'une paire d'oreilles, explosion et cris stridents au loin. Et voilà que j'entends non loin de moi, par la fenêtre ouverte, un craquement de branches et de brindilles. J'attrape une lampe pour aller réveiller Williams, qui ne dort pas non plus, et nous montons de nouveau sur le toit. Nous percevons alors un mouvement dans les buissons, à l'extérieur, à côté de la porte. « Regarde, il y a quelqu'un là-bas. » Ouais, je vois. Ils sont deux. On les voit, et ils nous voient. On les ignore, et ils nous ignorent aussi. Et après un moment, ils disparaissent dans la nuit noire. Ils doivent chercher Tilak et sa famille. Tu crois qu'ils savent qu'ils sont ici? Je pense qu'ils s'en doutent. Ils ont saccagé sa maison et ils savent que la famille se cache quelque part. Ça ne sent pas bon. On pourrait se retrouver à devoir défendre la famille contre la horde. Mais avec quoi? Avec notre présence, je suppose. C'est tout ce que nous avons, n'est-ce pas?
Nous restons sur le toit à étudier la situation et à regarder les flammes qui s'élèvent dans le ciel, ici et là, et écouter les cris des jeunes hindous dans la nuit. Ouais, les hindous. Des Indiens. Des Apaches. C'est comme être à Fort Apache, je dis. En état de siège. Oui. On était assiégés. La situation, c'était que Mme Gandhi venait d'être assassinée par un Sikh, par ses 2 gardes de corps d'ailleurs. Et nous, on vivait dans une maison à la campagne, une maison de Sikhs, qui faisait que les hindous qui cherchaient des Sikhs pour les massacrer tournaient autour de nous. Et on avait le jardinier qui s'occupait beaucoup de nous, qui avait grand peur avec ses 2 enfants et sa femme, et ils ont demandé s'ils pouvaient venir se cacher chez nous. J'ai dit bien sûr. Et puis la foule des hindous, le moment qu'on est nombreux, on est excité, on est très stupide, comme on voit partout, dans toutes les situations. Alors ils ont saccagé leur maison. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Et nous, on était assiégés et on avait un peu peur qu'ils allaient entrer chez nous et peut-être nous tuer. Et alors, on dormait un peu, mais on n'était que 2, parce que les autres, ils étaient à Bombay, dans l'hôtel Siddhartha et tout, ils étaient confortables. Et c'est nous qui gardions la maison. Et alors, c'était que nous, et on allait sur le toit pour regarder si ils allaient nous attaquer. Et c'était comme dans le désert. Moi, j'ai vécu dans le désert, dans le Nouveau-Mexique, et ça me rappelait beaucoup de toute cette histoire avec les Indiens américains, et comment on les a bien massacrés. Et voilà, c'est ça la situation que Blanche vient de lire. C'est ça, oui. Oui, alors c'est vrai que c'est un roman, on peut dire un roman d'aventure, hein, donc on ne s'ennuie pas en lisant Vertus sauvages, mais on apprend aussi des choses sur la pratique. Et comme on est dans une émission qui s'appelle Respiration, je vais lire ce passage et je vais vous demander de le commenter. MC fait zazen sur une couverture pliée dans l'alcôve vide. Duncan et Miko le rejoignent. Ils entendent le bruit des camions sur la route Caterpurry, page 173, des voix qui parlent en hindi, peut-être Clack et le jardinier. MC donne quelques indications sur la posture. Respirez profondément 3 ou 4 fois, placez vos mains contre l'abdomen. Les mots s'évaporent dans l'air léger et il ne sait plus rien d'eux. Respirez profondément ou pas du tout, parce que le voilà qui retraverse le même vieil océan, sur le même vieux bateau à voile qu'il connaît si bien qu'il ne connaît plus. Il ne remarque rien, n'entend rien, ne pense rien, rien qu'il puisse associer à quelque chose. Rien que des sons qui ne correspondent à rien. Puis il chante l'Annaya Shingyo. Duncan tient le livre des sutras et l'accompagne au chant. Oui, j'explique un peu la posture. On n'est plus dans ses pensées à soi. On n'est plus dans les pensées de son petit soi. Puisque j'ai décrit qu'on entre dans le bateau, le vieux bateau, c'est plus soi-même. Hein? Mm-hmm. Et on ne se reconnaît plus. Parce qu'on n'est plus Philippe Coupé, on n'est plus Louise, on n'est plus Blanche. On n'est plus... et c'est ça qui est beau avec toute cette expérience. Mais... et l'ocean, je pense que je voulais dire par là l'esprit, les pensées qui viennent tout le temps. Et comment... Et dans cette situation-là où on risque sa peau, on veut bien contrôler ses pensées. Quand on a peur, la peur, c'est les pensées.
Et c'est pas nécessaire d'avoir peur. On va peut-être nous tuer ou peut-être pas, mais la peur, ça ne sert à strictement rien. La peur, c'est les pensées. Et c'est pas autre chose. Alors comment on fait? On est dans une situation dangereuse et je pense que ça c'est aussi le travail du bodhisattva de se trouver dans le monde tumultueux, là où au lieu d'être là dans un dojo ou même en train de lire les sutras. Les sutras, c'est quoi les sutras? C'est très bien, c'est de l'écriture, mais il n'y a pas d'énergie là-dedans, il n'y a pas de la vraie énergie, il n'y a pas le ki, il n'y a pas la hara dans les livres, dans le sutra. Pourtant, quand vous pratiquez le rituel zen en Sesshin, vous lisez bien des textes comme les 4 grands vœux ou la Nashingyo. Pas moi. Ah, d'accord. Ah, mais non, on récite l'Anya Shinyo, bien sûr. Ça fait partie de la cérémonie. Oui, c'est ça. Et l'Anya Shinyo, c'est ce que tous les temples récitent l'Anya Shinyo. C'est un synopsis de tous les sutras, les 10 000 sutras, dans un paragraphe ou 2 ou 3. Et c'est profond, cet Anya Shinyo. Il n'y a pas des yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de langue, il n'y a même pas de pensée. Et ça veut dire ne pas être attaché à quoi que ce soit. Et on dit ça, on dit qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas des yeux. Ah bon? Ah oui, parce que quand on regarde, mais on n'interprète pas. On invite tout ça. Et je pense que ce que je disais dans le paragraphe que tu viens de lire, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans une situation de vie ou de mort? Comment on fait? Comment on fait un disciple du maître qui est en dehors de le dojo? Qu'est-ce qu'il fait en face à le danger de vie ou de mort? Il laisse passer ses pensées, ça c'est d'abord. Et puis, d'être calme et d'être présent. Et de faire bien. On est en train de travailler là-bas. Ça n'avait rien à faire avec les sièges et les hindous qui tuaient les Sikhs, massacrés, on les a vus devant nos yeux. Devant le ranch où on se trouvait, ils se massacraient dans la rue. On a vu tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On parlait on parlait de quoi, là? J'ai oublié. Du zen. Du zen. Oui, de laisser passer les pensées. Oui, en cas de situation de danger. Oui. Comment se comporte le pratiquant? Voilà, comment il fait l'homme, le bodhisattva. Il ne fuit pas ça. Il ne fuit pas les difficultés dans le monde. Et c'est des difficultés dans le monde. Qu'on assassine Madame Gandhi, ça nous tombe dessus. Et oui. Alors Philippe, justement, c'était intéressant parce que, au travers de vos commentaires, vous nous donnez, bien entendu, de votre vibration. Et chaque maître a son style, a sa couleur. Comment décririez-vous votre approche du zen à vous, Philippe Coupet? Bon, je ne le décris pas. Hein. Mais ok, comment je le décris? Blanche, tu as une idée? De ton approche du zen? Oui. Comment mon approche? Son style c'est un zen qui est fluide, qui est souple, qui ne repose sur rien, qui est léger, pourrait-on dire, qui pèse pas, si on peut dire. Oui, sauf que assise pendant des sesshin, c'est pas forcément léger. Non. Mais c'est vrai, c'est un zen que je suppose qui est
non-séparation. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Nous, on est toujours dans la séparation, les écoles qui se séparent, les méthodes qui se séparent. Moi, je reste avec Deshimaru, puisque je l'ai appris de lui. Alors, j'ai pas envie de me séparer de ça. Et nous, on ne se sépare pas. Et l'enseignement que je donne, j'espère, c'est non séparation, on accepte tout le monde. Mais on est confronté avec ça tout le temps. On veut maintenant nous dire qu'on ne peut pas mettre des personnes qui ne sont pas ordonnées Bodhisattva, ils ne peuvent plus donner le Kyosaku, mais ça ne va pas, non? Pourquoi faire des séparations? Déjà, dans le dojo, on fait ces séparations. Non. Les personnes capables de donner le Kyosaku donnent le Kyosaku. Et qui sont ordonnés ou pas. Tout ce que je demande, c'est qu'ils portent robe noire. Ils n'ont pas besoin de rakusu, ils n'ont pas besoin d'être ordonnés. Mais tout le temps, on veut faire des séparations. Notre pratique, c'est pas de séparation. Laisse les Théravadins en orange. Évidemment. Oui, Philippe, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que vraiment, moi, très modestement, je suis qu'une élève zen parmi tant d'autres. Ce qui me plaît, c'est cette expérience de non-séparation. Donc ça me parle beaucoup, ce que vous dites. C'est ça, le zen. Oui. Pour moi. Oui, c'est ça. Alors, je vais lire un autre petit passage. Hein ? Ouais. Alors, ça, c'est page 120. Ce n'est pas un réflexe de fuite, mais plutôt une quête d'équilibre et de stabilité mentale. Imaginez-vous être assis à l'endroit où il n'y a aucune trace de rien en particulier ou, comme le dit Yaku, comme un oiseau qui vole dans le ciel ou un poisson qui nage dans l'océan. Aucune trace, rien d'humain. Et pourtant, on entend le sitar gratter dans l'atmosphère pour personne. Et le soleil continue de briller pour personne non plus. C'est le mieux que l'on puisse vouloir ou désirer. Oui, d'accord. C'est bien, hein? Oui. Moi, je n'ai pas l'habitude de relire ces choses que j'ai écrites il y a un moment maintenant. C'est pas mal. Mais bien sûr, on est dans une situation dangereuse et il faut qu'on soit pur, si on peut permettre ça. C'est-à-dire pas de bagages dans la tête, comment se confronter avec ces dangers devant nous. Et puis aussi, on fait un travail. Et on est très exact dans notre travail de préparer pour les envois aux États-Unis. Et il faut être exact dans ce boulot. Et c'est ça pour moi le bouddhisme. Le travail bien fait. L'assise? Quoi? L'assise? Oui, je ne parle pas de l'assise, je parle de le travail bien fait. C'est-à-dire, on va arranger le conteneur, on va remplir le conteneur. Ah, par rapport au livre. Oui, par rapport à leur vie dans le livre. Oui, d'Ali. Bien sûr. Et ça, ça n'entre pas dans la question morale. Il n'y a pas de moralité là-dedans. C'est au-delà de ça. C'est faire bien son travail. Surtout un travail qui ne fait mal à personne. C'est un travail qui ne fait que du bien. Ce qu'on produisait était du bon, et je sais de quoi je parle. Et c'était bon pour tout le monde. C'est pas la héroïne, c'est pas la cocaïne, c'est pas ces choses-là du tout. C'est quelque chose qu'un jour il va être légal. Mais j'espère pas trop légal, parce que si ça devient légal, les personnes comme Dali vont être plus de boulot. Et Duncan plus de boulot, parce que ça va devenir les associations, les structures légales qui vont remplacer ces personnages. Alors, c'est dommage, mais moi, que ça c'est le futur, on verra ce qui se passe. Je ne tiens pas à tout ça. Le monde a beaucoup changé depuis les années 70, où on est dans un drôle de moment. En tous les cas, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui démarrerait le zen
pour démarrer le zen, parce qu'on sait aussi qu'il y a quelque chose de difficile dans cette pratique, des assises très longues, interminables, quand on est en retraite zen, ce qui s'appelle Sesshin. Qu'est-ce que je peux les conseiller à nouveau? Que dites-vous à un nouveau? Vous accueillez encore des nouveaux, j'imagine. Oui, j'aime pas trop les nouveaux, mais parce qu'encore il faut recommencer. Vous croisez les jambes, monsieur, vous vraiment faites un effort de croiser les jambes. Vous êtes assise comme n'importe quoi, comme un patate. Et vous allez voir, vous allez obtenir quelque chose. Je ne dis jamais ça. Mais à nouveau, je dis, bien sûr, vous allez obtenir quelque chose. Vous allez obtenir le satori. Vas-y, continue. Suivez votre respiration. C'est très important, la respiration. Aujourd'hui, je dis jamais ça. Mais qu'est-ce que vous dites, Philippe, alors, aujourd'hui? La respiration? Non, à un nouveau, vous dites... Oui, je suis en train de dire ce que je dis des nouveaux. Je dis, suivez votre respiration. D'accord. Revenez à votre posture. Laissez passer les pensées. Ça, c'est ça. Mais maintenant, je ne dis plus laissez passer les pensées. Les pensées, ça fait partie de nous. Et la respiration, c'est comme si on ne suit pas il y a une méthode de respiration. Bien sûr, je la connais bien. Mais on n'enseigne plus ça. Pourquoi? Parce qu'on va vivre sans cette méthode de toute façon. On va respirer. On a toutes ces méthodes, c'est des étapes pour les nouveaux. Mais après, laisse tomber la respiration. Là, pas nous, mais la plupart des pratiques zen, ils disent « comptez votre expiration ». Mais ça va, c'est pour les bébés, ça. C'est même pas pour les nouveaux, comptez votre respiration. Comptez votre respiration, c'est pas laisser passer les pensées. C'est suivre 1, 2, 3, 4, 5. On va plus loin dans le sens qu'on parle plus comme ça plus tard. Oui. Mais pour les nouveaux, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, qui cherchent le satori, vas-y, cherche, bonne chance. Ok. Et alors, je vais prendre un autre petit extrait, parce que là, vous me laissez quat. Page 188. Pendant ce temps, MC lit et relit le chapitre du Zazen-shin dans son exemplaire du Shobogenzo. Il est content d'y voir écrit qu'il est absurde de vouloir arriver quelque part avec Zazen. Comme dans l'histoire de Bazo, celui-ci est assis immobile dans le dojo lorsqu'entre son maître Nangaku qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais assis comme ça, mon garçon ?»« Je suis assis en zazen pour devenir Bouddha. » Nangaku prend une tuile et se met à la polir. « Pourquoi faites-vous cela, maître ? Je suis en train de polir cette tuile pour en faire un miroir. Mais maître, ce n'est pas possible. » C'est exactement ce que je racontais là. Exactement ça. C'est un bon passage que tu lis là, parce que c'est à propos de la question que tu posais. Qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau, Baso, le Nangaku, il a dit, il polit, comme si on va polir quelque chose. Mais on dit au niveau, on va polir. Ouais. Mais il faut faire attention avec ces genres de trucs. Là, on était en Sesshin et il y a une femme que je connaissais qui pratiquait avec nous depuis un bon moment. Et elle était super sensible et elle pleurait quand Deshimao chantait un sutra parce qu'elle était très, très touchée. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait un jour? On est retourné à Paris et elle se brûle vif. Elle se tue. Et elle a un enfant qui vient de l'école. Là. Il y avait quelqu'un qui amenait le gars. Oui, c'était assez horrible. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle était, apparemment, elle était sidérée de son impureté, qu'elle n'était pas pure. Ça, c'est l'esprit du débutant, quand il faut faire attention avec cet esprit-là. On n'est pas en train de devenir pas pur, ou en train de devenir pur,
Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Et elle se suicide comme ça, parce qu'elle est super sensible et elle voit que... c'est ça, les nouveaux aussi, ils pensent qu'ils sont nuls. Ah, mais moi je suis nul. Ou l'inverse, bien sûr. On connaît l'inverse. Mais je suis nul. Et c'est une étape. C'est une étape. D'accord. Pour le nouveau, mais ce n'est plus une étape pour l'ancien. Ça n'a rien à faire avec ça. Ben, merci beaucoup, Philippe. C'était édifiant de vous entendre. Ah, c'est fini? Ben oui, tout finit un jour, vous voyez. Oui, d'accord. Alors, mais pour vous, ce n'est pas fini, puisqu'il y a samedi 15 mars, donc ce samedi, de 18 à 20h, à la librairie-galerie Impression, 17 rue Mellet, dans le 3e, métro République, une table ronde avec une lecture et des extraits en musique, avec Blanche et Grégor, et une séance de dédicace pour donc la sortie, je le répète, de votre dernier ouvrage, le 3e d'une trilogie, Vertus sauvages, un livre passionnant. Alors, merci aussi à vous deux pour avoir accompagné Philippe. Oui, merci pour la musique. Ouais, c'était super. Très chouette. Chers auditeurs, auditrices, je vous donne un petit conseil de lecture aujourd'hui. J'ai lu un livre qui s'appelle « Pour mourir le monde », qui se passe en Amérique latine et dans le Médoc, de Yann Lespoux, et c'est publié chez J'ai lu. Si vous avez encore besoin d'aventure après avoir lu Vertus sauvages, voilà un autre livre d'aventure. On se retrouve mardi 25 mars avec un thème qui est aux racines du bouddhisme Chan et des arts martiaux. Je vous propose une rencontre avec Gilles Rogue, qui est un psychanalyste qui s'adonne à la pratique de la contemplation et dépositaire d'une école familiale de kung-fu de la Grue Blanche. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de mars et un grand merci à Armand Gury, à la technique. 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.